Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de formations qu'on va la consacrer pour le développement en Java. Comme vous voyez en fait dans ce slide-là, il y a pas mal d'outils qu'on va découvrir ensemble. C'est sûr qu'on va apprendre du Java. Donc la formation, on va la démarrer dès le début. On va commencer par les concepts de base. Petit à petit, on avance. On va découvrir les API et les frameworks avancés. Mais quand même, durant toute la formation, je vais essayer de vous introduire les outils, les frameworks, les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans l'industrie pour utiliser du Java, soit pour faire du CI/CD, du DevOps, de la sécurité, etc. Donc, comme vous voyez, donc on va découvrir presque Java. Comme j'ai dit, les outils qui vont faire du CI/CD. On va découvrir le concept de containerisation, Docker, etc. On va avancer un petit peu. Après, on va découvrir les design patterns et les architectures qui existent aujourd'hui, principalement les architectures en microservices. Donc, je vais essayer de tout présenter dans cette formation. L'idée derrière, c'est que toute personne qui va suivre la formation de A à Z, donc sera capable de répondre à toutes les questions pour les entrevues d'embauche d'aujourd'hui ou même de réaliser n'importe quel projet avec Java de A à Z. Ça veut dire je parle de tout le cycle en DevOps, le code, le test, le déploiement, etc., etc. Donc, sans trop tarder sur ça, on va passer sur le plan de la formation. Alors, durant cette formation, normalement, on aura 20 parties. Je vais essayer de les respecter, mais quand même, dans pas mal de parties, je vais essayer d'ajouter en fait des concepts, d'introduire des contextes, de la théorie aussi, pour pouvoir en fait vous mettre sur les rails. Donc, on va commencer par les bases du langage Java. Les bases du langage Java, donc tout qui est les trucs que vous connaissez tous, bien sûr. Généralement, c'est les bases de la programmation de l'algorithmique. On va découvrir ensemble les API et les API avancées, les utiliser dans Java. Le système de modules. On va travailler ensemble la programmation parallèle et concurrente. Après, on va travailler aussi ce qu'on appelle les interfaces graphiques, généralement avec Swing. Mais quand même, on va aussi d'introduire d'autres frameworks et d'autres API pour le design graphique. On va aussi travailler les documents XML et JSON pour les données semi-structurées et non structurées. D'autres aussi, d'autres types de documents. Et bien sûr, on va aussi travailler avec les bases de données, ça veut dire les données structurées. On va introduire après, on va détailler et comprendre le fonctionnement de la GVM, la machine virtuelle Java, le concept le plus important dans Java que vous devez maîtriser. À la partie 10, donc, on va switcher vers ce qu'on appelle G2E, donc les Java Enterprise Edition. On va parler plus des applications d'entreprise. On va aussi faire du développement des applications web, des applications RIA, RDA. On va découvrir ensemble le framework Spring. Mais avant d'arriver au Spring, donc, on va découvrir en fait la théorie derrière, etc. Donc tout qui est inversion de contrôle, injection de dépendance, etc. Pardon.
Après, on va découvrir aussi les outils de développement. Donc, c'est une partie très très importante surtout pour les gens qui vont aller vers l'industrie, travailler dans des boîtes de développement, etc. Donc, vous devez maîtriser toute la stack en fait. La partie 15, on va la consacrer beaucoup plus pour la conception et l'architecture. Donc, généralement, on va travailler les différents design patterns, les architectures, l'architecture monolithique, microservices, etc., etc. La partie 16, ça sera pour les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests data, les différents tests en fait. On va aussi découvrir les outils de profiling et monitoring. On va découvrir la liaison entre Java et le monde informatique. Donc à ce niveau-là, on va parler pas mal de choses. Généralement, on va parler du réseau, des bases de données, de l'intelligence artificielle, etc. Donc cette partie-là, ça sera un peu grande par rapport aux autres parties parce qu'on va découvrir pas mal de choses. La partie 19, on va parler beaucoup plus sur le développement d'applications mobiles pour les gens qui veulent ça veut dire qu'ils veulent développer des applications mobiles. Et à la fin, on va réaliser un projet concret de A à Z, un projet quand même de valeur que vous aurez toute l'opportunité de découvrir les différents outils, les méthodologies, la conception, l'architecture, le déploiement, etc. Ça veut dire c'est un projet de A à Z qu'on va réaliser ensemble et le déployer ensemble. Entre-temps, durant toute la formation, c'est sûr qu'on va faire des labs, de la pratique. Donc aussi, on va en fait écrire pas mal de code. Donc, je vais essayer de vous introduire un petit peu le projet au début qu'on va utiliser ou sur lequel on va travailler pour avoir déjà une idée. Et au fur et à mesure, peut-être si on arrive à les applications web, etc. Donc on va travailler sur des applications web, comme j'ai dit, soit avec du TeamLeaf, soit des frameworks comme Angular, etc. pour du JavaScript, etc. Donc ça dépend. Donc vous inquiétez pas, même si vous ne maîtrisez pas en fait la partie web, le développement web, front, etc. Donc je vais essayer d'être clair, d'aller petit à petit avec vous pour que vous puissiez en fait à la fin maîtriser pas mal de choses. Ça, je le promis pour vous. Juste, il faut avoir de la patience et surtout suivre le lab ou suivre la vidéo de A à Z parce que des fois, dans certains cas, on aura des vidéos de peut-être 1 heure, 2 heures ou même plus, surtout quand on va travailler sur un concept, qu'on doit le terminer ou le finir durant une séance. Donc, je vous demande juste de la patience, être réactif aussi et faire en fait les exercices que je le fais avec vous. Ça veut dire, une fois on va commencer à faire de la pratique, donc vous pouvez utiliser la vidéo, faire des pauses dans la vidéo, aller travailler aussi en parallèle et tester. Quand même, je vais essayer de publier en fait tout le code qu'on va l'utiliser en fait dans les vidéos. Je vais essayer de le publier dans sur des infrastructures, je vais le dire comme ça. Généralement, c'est GitHub qu'on va utiliser, mais quand même, on va découvrir aussi Azure DevOps si vous voulez aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais essayer d'aborder les deux pour que vous puissiez en fait faire les deux ensemble. Voilà. Voilà en fait le contenu en fait de cette série de formations. Alors pour les prérequis, donc avant d'entamer la formation, donc je considère que tout le monde qui est en train de voir ou de suivre la formation a déjà des connaissances de base en programmation, en algorithmique. Soit vous êtes en fait des gens qui ont juste des connaissances en fait de base en programmation algorithmique, c'est tout, ou des gens qui viennent d'autres mondes de développement, du Python, du C Sharp, je sais pas, du Pascal, je sais pas quoi d'autre. Vous êtes la bienvenue. Donc je vais essayer d'être clair dès le début, de faire les choses petit à petit, je vais essayer d'expliquer en détail les trucs
pour que vous puissiez suivre et s'améliorer durant la formation. J'aimerais bien avoir en fait des gens qui maîtrisent déjà l'orienté objet, mais c'est pas une obligation parce qu'il y aura tout un chapitre qui va expliquer l'orienté objet, puisque Java c'est purement orienté objet, donc vous êtes obligé de le maîtriser de A à Z. Notion des systèmes informatiques, généralement, le réseau, base de données, etc. Donc c'est très très important. Avoir déjà l'habitude d'utiliser un environnement de développement des EDE, je sais pas, NetBeans, Visual Code, Eclipse, etc. Moi, je vais essayer d'utiliser le EDE, l'EDE gratuit, le plus populaire, mais quand même, je vais essayer de découvrir avec vous les autres. Je vais vous présenter les autres EDE parce que ça dépend de l'entreprise, ça dépend du contexte. Donc, sur l'EDE, donc vous devez maîtriser presque la majorité des EDE. Et aussi, il faut avoir, en fait, il faut être motivé et curieux d'apprendre parce que c'est très, très important de me suivre. C'est vrai qu'au début, on aura dans des bases que peut-être vous maîtrisez déjà, ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose de nouveau, mais vous devez les maîtriser. Il y a des concepts, on va parler par exemple de l'héritage, du polymorphisme, de l'orienté objet, etc. Donc ce sont des trucs que vous devez maîtriser parce que une fois on avance, en fait tout est lié et tout est basé sur ces concepts-là. Voilà. Alors, sans trop tarder, donc je vais commencer à vous introduire le Java. Donc, la formation, ça sera intitulé Développement en Java. Donc, Java, c'est un langage de programmation à usage général, évolué et orienté objet dont la syntaxe est proche du C. Donc, vous allez découvrir après que la syntaxe du Java, elle est proche du C, aussi elle est proche du C Sharp. Donc, il n'y a pas grande différence entre les deux. Il est orienté objet, donc vous allez découvrir après que on aura toujours la notion du classe, de l'objet, etc. Évolué, c'est sûr. Et à usage général, ça veut dire on le trouve partout dans le développement des applications mobiles, web, desktop, etc. Ses caractéristiques ainsi que la richesse de son écosystème et de sa communauté lui ont permis d'être très largement utilisé pour le développement d'applications de type très disparates. Java est notamment largement utilisé pour le développement d'applications d'entreprise et mobiles. Vous allez trouver que Java, généralement dans le web, on parle plus de Java que d'autres langages, malgré que même aujourd'hui, par exemple, il y a des entreprises qui utilisent du Python avec du Django ou Flask, mais quand même Java, Spring Boot, Quarkus, c'est vraiment une grande partie de marché qui utilise ça. Quelques statistiques, malgré que c'est pas vraiment récent, donc ça date de 2011, mais quand même, ce sont des chiffres qu'on peut présenter. Donc 97% des machines aujourd'hui ont des GVM installés. Java est téléchargé plus d'un milliard de fois chaque année. On compte presque 9 millions de développeurs Java à travers le monde en 2011. Aujourd'hui, en 2025, c'est peut-être double, triple. Java est le langage le plus utilisé dans le monde. Ça, ce n'est pas vrai pour aujourd'hui. Peut-être dans le monde du web, oui, mais dans les autres applications, non. Python est devenu en fait le langage le plus utilisé généralement, surtout côté data. 3 milliards, plus de 3 milliards d'appareils mobiles peuvent mettre en œuvre Java, donc ont déjà, ça veut dire une GVM installée. Et 1,4 milliard de cartes à puce utilisant Java sont produites chaque année. Donc vous allez découvrir après que Java, même Java fait de l'embarqué. Voilà. En 2020, Java fête ses 25 ans. En 2025, ça veut dire 30 ans. Voilà. Donc Java, 30 ans déjà. Alors on va parler un petit peu des caractéristiques. Donc il y en a pas mal. Je vais essayer d'être bref. Donc il y a une notion que vous devez maîtriser que toujours on dit que Java est interprété. Mais quand même, c'est pas vrai et c'est pas faux. Donc pourquoi c'est pas vrai? Parce que Java, c'est pas comme les autres langages de programmation. Ça veut dire on va écrire un code, on va le compiler, on va trouver, on va avoir un exécutable sur une plateforme ou une infrastructure bien dédiée. Non.
Donc Java, on va écrire le code sera compilé, on va obtenir ce qu'on appelle un pseudocode ou son vrai nom c'est du bytecode. Et ce bytecode, ça sera interprété par une JVM, Java Virtual Machine. Et ça n'a rien à voir avec l'infrastructure sur laquelle on va exécuter ou on va déployer. Ça veut dire l'idée, c'est que sur votre plateforme sur laquelle vous allez exécuter ou déployer, il faut toujours avoir la JVM installée. Cette JVM, c'est elle qui va interpréter le bytecode et va l'exécuter. Et ça veut dire, nous, on va écrire une seule fois le code et on peut l'utiliser ou l'exécuter sur n'importe quelle plateforme. Et de ce concept-là vient en fait la notion du WORA, Write Once, Run Anywhere. Ça veut dire, on va l'écrire une seule fois, mais on peut l'exécuter n'importe où. Ça veut dire écriture une fois, exécuter partout. Donc, le bytecode, s'il ne contient pas de code spécifique à une plateforme particulière, peut être exécuté et obtenir quasiment les mêmes résultats sur toutes les machines disposant d'une GVM. Ce concept, on va le déployer bien sûr, développer plutôt bien sûr après. On aura pas mal de chapitres, surtout qu'on va découvrir la GVM, son fonctionnement, etc. Donc on va parler beaucoup de ça. Mais quand même, il faut garder en tête que Java passe par deux étapes. La première, c'est la compilation pour obtenir plutôt un bytecode. Et après, le bytecode, ça sera interprété par la GVM sur une infrastructure. Et on n'aura jamais, ça veut dire, un code ou un bytecode dédié à une plateforme spécifique. Voilà, presque là, c'est la même chose. Là, il dit que Java est portable, donc il n'y a pas une compilation spécifique pour chaque plateforme. Le code reste indépendant de la machine sur laquelle il s'exécute. Il est possible d'exécuter des programmes Java sur tous les environnements qui possèdent une Java Virtual Machine. Ça veut dire vraiment, ça veut dire ce qui est important, c'est d'avoir la JVM et après on peut exécuter n'importe quel programme Java. Donc cette indépendance est assurée au niveau du code source grâce à Unicode et au niveau du bytecode. Java est orienté objet, comme je l'ai dit avant, donc ça veut dire les fichiers sources que vous allez écrire ou vous allez trouver pour un projet Java, donc contient soit une ou plusieurs classes. Et ces classes, euh, comment dire, ces classes-là, ils vont s'interagir plutôt l'un avec les autres pour former une application. Euh, mais, mais, quand même, on a ce qu'on appelle des types primitifs qu'on va pas enfin, les qualifier comme des classes, etc., comme les entiers, les caractères, les flottants, les booléens, etc. Donc ces trucs-là s'appellent des types primitifs. On va détailler, on va les citer après dans un chapitre, on va tout voir en détail. À part les primitifs, donc tout est classe, donc tout est orienté objet. Voilà. Java est simple. Alors, les auteurs du Java ont décidé de ne pas implémenter en fait les concepts complexes qu'on connaît dans le mode de développement, par exemple les pointeurs. Comme vous savez, les pointeurs, c'est la manipulation en fait directe des adresses mémoire. Et c'est pour travailler sur ce concept, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la concentration aussi. Et c'est très très difficile pour un développeur des fois de gérer des adresses mémoire. C'est pourquoi en fait les auteurs de Java ont essayé de se débarrasser en fait de ce concept, malgré qu'il existe en fait des librairies qui implémentent les pointeurs pour les gens qui veulent travailler sur ça. Mais mais c'est pas obligatoire ou c'est pas important de manipuler des adresses mémoire dans n'importe quel programme Java. Aussi la notion du héritage multiple, Java implémente que l'héritage simple pour garder en fait les trucs simples, mais quand même, si vous êtes plutôt, si vous avez besoin en fait de l'héritage multiple, donc vous pouvez l'implémenter avec votre logique, il n'y a pas de limite, mais directement un héritage multiple n'existe pas. Voilà. Java est fortement typé, donc l'utilisation de n'importe quelle variable doit être déclarée et son type doit être déclaré aussi.
Donc il n'y a pas une détection automatique de type ou une conversion automatique, non. Donc pour Java, il faut tout déclarer. Il faut toujours déclarer même les types. Et par exemple, si je ne sais pas si vous êtes dans un contexte et vous voulez utiliser par exemple ou vous voulez faire une conversion, donc Java n'est pas capable en fait de faire la conversion automatique, mais par contre, il va utiliser un cast ou une méthode statique standard par exemple pour faire la conversion. Voilà. Mais Java reste toujours typé. La gestion de la mémoire, comme vous connaissez tous, donc des fois quand on développe, des fois on utilise par exemple des variables qui utilisent des zones de mémoire et après un certain moment dans l'application, donc on n'aura plus accès à cette zone mémoire. Ça sera une zone mémoire morte. Alors Java a implémenté un outil ou une stratégie en fait pour récupérer les zones mémoire mortes à travers ce qu'on appelle le garbage collector ou la ramasse-miettes. Donc c'est un concept très très important. On va le découvrir aussi en détail. On va découvrir ce mode de fonctionnement. C'est très important. Donc c'est lui qui permet en fait de détruire par exemple des objets et récupérer des zones mémoire libres ou mortes. Côté sécurité, donc Java est qualifié comme sûr. Pourquoi? Après, je vais vous introduire un petit peu le contexte en fait du système d'exploitation. On va parler des kernels et de la couche utilisateur. Et on va découvrir ensemble que généralement les programmes Java s'exécutent sur la partie utilisateur. Donc, par exemple, un bug ou quelque chose comme ça sur une application Java. Donc, ça ne va pas pénaliser le système d'exploitation au complet. Par contre, c'est juste la partie Java qui sera plantée, c'est tout. Euh, la sécurité fait partie intégrante du système d'exécution et de compilateur. Un programme Java planté ne menace pas le système d'exploitation, comme je l'ai dit. Il ne peut pas y avoir d'accès direct à la mémoire. L'accès au disque est réglementé dans une applet. Donc, il y a pas d'accès directement à la mémoire, mais c'est la GVM en fait qui va gérer ça. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas vraiment. euh, donc, c'est pourquoi en fait Java est qualifié comme sûr. Aussi pour côté des applets, en fait, les applets, on va le découvrir ensemble, mais quand même c'est deprecated, voilà. Donc ce n'est plus recommandé pour aujourd'hui, mais quand même on va les découvrir, on va travailler un petit peu parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui l'utilisent encore aujourd'hui, mais je crois à la partir de la version 9 du Java, ce n'est plus recommandé. Donc un applet, c'est vraiment un petit programme. C'est pas un standalone programme, mais c'est une petite application qui doit s'intégrer ou qui doit s'exécuter dans le navigateur à travers un plugin Java installé dans le navigateur. Donc, aucun programme ne peut ouvrir, lire, écrire ou effacer un fichier sur le système de l'utilisateur concernant les applets. Aucun programme ne peut lancer un autre programme sur le système de l'utilisateur. Toutes les fenêtres créées par le programme est clairement identifiée comme étant une fenêtre Java. Donc, ce qui est interdit, par exemple, de créer une fausse fenêtre demandant par exemple un mot de passe, etc. Ben, vous pouvez toujours identifier facilement les fenêtres Java. Donc, il y a pas de problème pour ça. Et aussi, les programmes ne peuvent pas se connecter à d'autres sites web que celui dont ils proviennent. Donc, on ne peut pas se connecter à d'autres sites web à part celui sur lequel ils proviennent. Voilà. Java est économe. Là, on va parler plus de le concept de la liaison. On va découvrir ça après, liaison statique et dynamique. Il y a pas mal de langages de programmation qui utilisent, par exemple, si sur un programme X, on va utiliser, par exemple, des librairies standards publiées, ou même nous, librairies, qu'on va l'importer. Donc, au moment de la compilation, c'est que le compilateur va remplacer, en fait, les appels par le vrai programme ou le vrai code de la librairie. Et à la fin, on va obtenir notre programme, mais quand même à une taille assez importante parce que
Il inclut même le code des autres librairies. Par contre, Java non. Donc Java ne fait appel aux API, aux librairies ou d'autres codes à part au moment de l'exécution. Ça veut dire même on va obtenir après la compilation un code assez léger. Voilà. Donc le pseudocode a une taille relativement petite car les bibliothèques de classes requises ne sont liées qu'à l'exécution. Donc là, vous voyez en fait le concept de liaison que je vais détailler après. Liaison statique et dynamique. On va voir que généralement Java c'est dynamique, à part si vous voulez le forcer d'être statique, donc il n'y a pas de problème, mais par défaut c'est dynamique. Le concept de multitâche, donc Java est multitâche, donc c'est sûr que la majorité d'entre vous a l'habitude de faire CTRL-ALT supprimer pour visualiser le gestionnaire des tâches et vous allez voir en fait les processus actifs concurrents dans votre système d'exploitation ou sur votre machine. C'est le même concept en fait, un processus ou un thread c'est presque une unité d'exécution isolée qui permettent en fait d'exécuter plutôt une partie de code. Ces threads ou ces processus s'exécutent d'une manière concurrente pour l'accès au CPU et à la mémoire. Donc, et c'est le système d'exploitation qui va gérer cette concurrence-là ou même la GVM. Donc, le Java permet d'implémenter en fait la notion des threads. Donc, par exemple, les gens qui vont faire en fait du Java RMI, ils vont faire des applications de type client-serveur. Donc, vous aurez besoin en fait de la notion des threads. On va travailler sur ça après. Et c'est pourquoi donc la notion des threads, elle est implantée ou plutôt implémentée dans Java. Et même la GVM, elle utilise plusieurs threads. Voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu de la différence entre un programme et une applet. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il existe deux types de programmes. Quand je dis programme, je dis un stand-alone, un programme autonome, un programme qui a une méthode main, un point d'entrée. En Java, le point d'entrée de n'importe quel programme de type stand-alone programme, c'est le main. On va le trouver partout, 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 partout. Par contre, une applet n'a pas ça. Donc, je vais lire en fait qu'est-ce qu'il s'est écrit. Donc, il existe deux types de programmes avec la version standard de Java. Là, vous voyez la notion version standard Java, GSE. Donc, vous allez découvrir beaucoup, on va rencontrer pas mal de fois ce terme-là. C'est Java Standard Edition. Les appelés et les applications. Donc, deux trucs différents. Une application autonome, stand-alone programme, est une application qui s'exécute sous le contrôle direct du système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui va contrôler l'exécution de l'application. Par contre, une applet est une application qui est chargée par un navigateur. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est le navigateur qui va contrôler l'exécution. Euh, euh, Contrôler l'exécution par quoi? Par le plugin Java qui sera installé dans le navigateur. Voilà. On continue toujours dans le même, ça veut dire toujours de la comparaison. Donc, comme j'ai dit, donc les principales différences, c'est que un programme ou une application standalone, elle doit toujours contenir la méthode main, le point d'entrée. Par contre, une applet n'a pas de main. Voilà. Aussi, les applets ne peuvent pas être testés avec l'interpréteur. Donc, on ne peut pas tester ça avec la GVM. Par contre, soit on peut la tester par un outil qui s'appelle l'Applet Viewer, donc c'est un outil conçu pour ça. Sinon, on doit l'intégrer dans une page HTML et on va la visualiser dans un navigateur, bien sûr, qui dispose du plugin Java pour la tester. Voilà. Et comme je l'ai dit avant, l'applet est deprecated dans Java 9. Donc, à partir du Java 9, ce n'est plus recommandé d'utiliser des applets. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Comme je l'ai dit avant, il faut avoir de la curiosité, de la patience. Il faut me suivre. En fait, je vais essayer d'être clair, de détailler, d'expliquer au maximum les concepts pour une fois terminé en fait la vidéo, vous serez capable soit de retravailler un petit peu ce qu'on a fait, de faire d'autres essais
indépendamment. Donc, je vais essayer en fait de vous faciliter les trucs. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Avant de quitter, n'hésitez pas en fait de s'abonner à la chaîne pour recevoir des notifications une fois je vais poster de nouvelles vidéos plus tôt. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bye bye.